J'ai tout perdu dans le divorce, la garde de mes enfants, mon manoir, et tous mes biens. Tout ce qui me restait, c'était la vieille maison de campagne de ma mère. Brisée et sans espoir que quoi que ce soit puisse changer, j'y suis allé pour me cacher. En faisant le ménage, j'ai trouvé un coffre-fort caché. La combinaison était ma date de naissance. Je n'arrivais pas à croire ce que j'ai vu à l'intérieur. Je m'appelle Miranda et j'ai 34 ans. Je viens de tout perdre dans mon divorce. Mon manoir, mes enfants, et apparemment toute ma vie telle que je la connaissais. L'avocat de Richard a souri alors que le juge signait les papiers, lui accordant la garde exclusive parce que je n'avais aucun moyen de soutien financier. J'étais assise là, dans cette salle d'audience, portant ma plus belle robe, regardant mon monde s'effondrer en poussière. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement impuissante dans votre propre vie. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. 10 ans. 10 ans. J'ai tout donné à cet homme pendant qu'il construisait son empire. J'ai géré notre maison, élevé nos enfants, organisé ses dîners d'affaires, et je me suis en quelque sorte convaincu que je construisais quelque chose à ses côtés. Quelle idiote j'ai été. Le contrat de mariage que j'avais signé à 24 ans est revenu me hanter comme un fantôme que j'avais oublié. Madame Hartwell. La voix du juge Morrison a traversé mon choc. Compte tenu de votre manque d'expérience professionnelle et de votre situation financière actuelle, le tribunal estime qu'il est dans le meilleur intérêt des enfants de rester avec leur père. Le visage d'Emma m'est apparu. Ma fille de 8 ans qui avait encore besoin que je lui tresse les cheveux tous les matins. Tyler, mon fils de 6 ans, qui faisait des cauchemars et que seul moi pouvais calmer. Votre honneur, ai-je commencé à dire, mais mon avocat a touché mon bras, me faisant taire. La décision était finale. Richard m'avait dépeinte comme une femme au foyer inemployable qui n'avait rien apporté à notre mariage, si ce n'est de dépenser son argent. Peu importait que j'aie un diplôme en économie. Peu importait que j'aie sacrifié ma carrière pour soutenir la sienne. Sortir de ce palais de justice, c'était comme traverser un cimetière. Tout ce que j'avais été pendant la dernière décennie était enterré dans cette pièce. Les autres épouses de notre cercle social allaient maintenant chuchoter sur moi. Pauvre Miranda, dirait-elle. Elle aurait vraiment dû le voir venir. Mais aucune d'entre elles n'offrirait son aide. Ce n'est pas comme ça que notre monde fonctionnait. Richard chargeait déjà les enfants dans sa BMW quand je suis arrivé sur le parking. Emma a pressé son visage contre la vitre, des larmes coulant sur ses joues. Tyler ne m'a même pas regardé. À 6 ans, il ne comprenait probablement pas pourquoi maman ne pouvait plus rentrer à la maison. J'ai murmuré, « Je t'aime » à Emma à travers la vitre, mais Richard a démarré avant qu'elle ne puisse répondre. Seul sur ce parking, agrippant les clés de ma Honda, la seule chose que Richard n'avait pas pu prendre car elle était à mon nom d'avant notre mariage, j'ai réalisé que je n'avais qu'un seul endroit où aller. La vieille maison de campagne que ma mère m'avait laissée il y a 3 ans. Je n'y avais même jamais passé une nuit. C'était censé être notre projet de week-end. Mais Richard trouvait toujours des excuses pour éviter de visiter cette bicoque délabrée au milieu de nulle part. Le trajet a duré 2 heures sur des routes de montagne sinueuses que je me rappelais à peine. Quand je suis finalement arrivé dans l'allée envahie par la végétation, mon cœur a sombré encore plus. La ferme victorienne avait l'air pire que dans mes souvenirs. Peinture écaillée, volets de travers, et des mauvaises herbes poussant à travers les planches du porche. C'était censé être mon nouveau départ. Cette relique abandonnée de mon enfance, mais elle était à moi. Le nom de Richard n'était nulle part sur l'acte de propriété. Pour la première fois depuis des mois, je possédais quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. J'ai attrapé ma seule valise sur le siège arrière, pathétique de voir le peu que j'avais réussi à sauver de mon ancienne vie, et je me suis approché de la porte d'entrée. La clé fonctionnait encore, Dieu merci. À l'intérieur, ça sentait la poussière et les souvenirs. Les meubles de maman restaient couverts de draps blancs comme des fantômes de temps plus heureux. L'électricité fonctionnait à peine, et l'eau a coulé marron pendant plusieurs minutes avant de s'éclaircir. Je me tenais dans ce qui était autrefois la cuisine de maman, submergé par l'ampleur de devoir tout recommencer à 34 ans avec rien d'autre qu'une maison en ruine et $1200 sur mon compte courant. Cette première nuit, je me suis endormi en pleurant sur le vieux canapé de maman, enveloppé dans un édredon qu'elle avait fait avant ma naissance. Mais au matin, quelque chose avait changé en moi. C'était peut-être le silence. Pas de Richard critiquant mon café.
Pas d'enfants se disputant pour des jouets. Pas d'emploi du temps exigeant mon attention constante. Pour la première fois depuis des années, je pouvais penser clairement. J'avais deux choix. M'effondrer sous le poids de tout ce que j'avais perdu, ou trouver comment construire quelque chose de nouveau. En regardant le lever du soleil à travers les rideaux en dentelle de maman, j'ai choisi de me battre. Je n'avais juste aucune idée à quel point ma mère m'avait déjà préparé pour cette bataille. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un plan. Enfin, le début d'un plan. Première priorité, rendre cette maison habitable. Deuxième priorité, trouver un emploi. Troisième priorité, prouver à ce juge que je pouvais offrir un foyer stable à mes enfants. Assez simple, non? Je n'avais manifestement jamais essayé de reconstruire une vie à partir de zéro auparavant. J'ai commencé par les bases. La vieille chaudière a repris vie après quelques encouragements créatifs impliquant un marteau et plusieurs prières au dieu du chauffage. Le robinet de la cuisine fuyait, mais des vidéos YouTube m'ont appris assez de plomberie pour le rendre fonctionnel. Les produits de nettoyage du magasin à $1 en ville sont devenus mes armes de prédilection contre des années de négligence. 3 jours après le début de ma nouvelle vie de guerrière domestique, Madame Henderson d'un accent grave côté est apparue à la fenêtre de ma cuisine. « J'ai pensé que tu pourrais avoir faim », a-t-elle dit, tenant un plat à gratin qui sentait le paradis. Ta mère adorait mon gratin de nouilles au thon. Nous nous sommes assises à la petite table de cuisine de maman pendant que j'essayais de ne pas dévorer tout le plat en un temps record. Elle était fière de toi, tu sais, a dit doucement Madame Henderson. Elle parlait toujours de ton diplôme universitaire, de ton intelligence avec les chiffres et tout ça. Elle disait que tu tenais ça de son côté de la famille. Je n'ai pas utilisé mon diplôme depuis plus de 10 ans, ai-je admis, remuant ma nourriture pour éviter son regard. Richard disait que j'étais plus utile à la maison. L'expression de Madame Henderson s'est durcie. Ta mère n'a jamais aimé ce garçon. Elle disait qu'il était du genre à s'attribuer le mérite du soleil des autres. La justesse de cette déclaration m'a frappé comme un coup physique. Comment maman avait-elle vu en quelques minutes ce que j'avais manqué pendant des années? Après son départ, je me suis surprise à penser aux commentaires de maman sur mon diplôme en économie. J'avais obtenu mon diplôme avec mention très bien, décroché un emploi dans un cabinet de planification financière respecté, et j'avais de réelles perspectives de carrière avant que Richard ne me convainque que le mariage signifiait choisir entre la famille et la carrière. Les enfants ont besoin de leur mère, avait-il dit. Nous pouvons nous permettre que tu restes à la maison. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il avait besoin d'un membre du personnel à plein temps qui travaillait gratuitement. Cet après-midi-là, je suis allé en ville pour explorer les opportunités d'emploi. Les résultats étaient, comme on pouvait s'y attendre, déprimants. La plupart des postes exigeaient une expérience récente que je n'avais pas. Les quelques-uns qui pourraient m'envisager payaient à peine assez pour couvrir les frais d'essence, sans parler de prouver une stabilité financière à un juge aux affaires familiales. Vous pourriez essayer la banque, a suggéré Carole au seul bureau d'emploi de la ville. Il cherche quelqu'un à temps partiel, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent, c'était toujours plus que pas d'argent du tout, alors j'ai marché les 3 pâtés de maison jusqu'à la Mountain View Community Bank. La directrice, une femme de mon âge nommée Patricia Walsh, a semblé sceptique lorsque j'ai expliqué ma situation. 10 ans hors du marché du travail, c'est long, a-t-elle dit en examinant mon CV imprimé à la hâte. Et honnêtement, nous avons besoin de quelqu'un qui peut commencer immédiatement et travailler des heures flexibles. Je peux faire les deux, ai-je dit, paraissant probablement plus désespérée que confiante. J'apprends vite, et j'ai besoin de ce travail. Quelque chose dans mon ton a dû résonner car elle m'a étudié plus attentivement. Parlez-moi de votre formation en économie, a-t-elle dit. Sur quoi vous êtes-vous concentré à l'école? Pendant les 20 minutes suivantes, nous avons discuté d'analyse de marché, de principes d'investissement et de stratégies de planification financière. Je me suis surprise à me souvenir de plus de choses que prévu. Mon cerveau avait peut-être été en sommeil pendant une décennie, mais les connaissances étaient toujours là, en attente. Je vous donne une période d'essai, a finalement dit Patricia. 3 jours par semaine pour commencer, en aidant les clients avec des comptes de base et des demandes de prêt. $15 de l'heure. Si ça marche, nous discuterons d'élargir vos responsabilités. $15 de l'heure était loin du revenu à 6 chiffres de Richard, mais j'avais l'impression de gagner au loto. En retournant à ma voiture, j'ai appelé l'école d'Emma pour me renseigner sur la situation de la garde. Monsieur Hartwell les a inscrits à la Riverside Academy, m'a informé la secrétaire.
bien sûr qu'il l'avait fait, une école privée à 40 minutes de chez moi où il pouvait surveiller chaque interaction que je pourrais avoir avec mes propres enfants. Ce soir-là, je me suis assise dans le rocking chair de maman sur le porche, calculant et recalculant mes finances. Même avec le travail à la banque, prouver une stabilité financière prendrait des mois. Les frais de justice pour contester la garde videraient mes petites économies. Richard savait exactement ce qu'il faisait, me piégeant dans un système conçu pour me maintenir impuissante. Alors que la nuit tombait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La lumière du porche éclairait une section de revêtement qui semblait différente du reste. Plus neuve en quelque sorte, bien que toujours vieille. J'ai pris une note mentale pour enquêter le matin. Les vieilles maisons avaient toujours leurs secrets, mais j'étais trop épuisé pour explorer des mystères ce soir-là. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'avenir immédiat. Demain, je commencerai mon nouveau travail, je commencerai à reconstruire ma réputation professionnelle, et je ferai le premier petit pas pour récupérer mes enfants. Ce n'était pas un grand plan, mais c'était le mien, et pour l'instant, cela devait suffire. Je ne savais pas encore à quel point la maison de maman allait révéler à quel point elle s'était préparée pour exactement ce scénario. Ma première journée à la Mountain View Community Bank s'est mieux déroulée que prévu. Patricia m'a mise au service clientèle, aidant les gens avec des questions sur leur compte et des demandes de prêt. C'était étrange de porter ma seule bonne tenue de travail et de prétendre être une professionnelle compétente alors que j'avais l'impression de tenir à peine debout. Mais quelque chose de remarquable s'est produit vers midi. Un jeune couple est entré pour se renseigner sur un prêt immobilier. Clairement des primo-accédants dépassés par le processus. En les guidant à travers la demande, en expliquant les ratios d'être revenus et les calculs d'intérêt, j'ai senti une étincelle de mon ancien moi revenir. J'étais doué pour ça. J'avais oublié à quel point j'aimais rendre les concepts financiers complexes compréhensibles. Vous vous y connaissez vraiment, a dit le mari quand nous avons terminé. Nous étions si confus avant, mais maintenant tout a un sens. Le compliment signifiait plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un appréciait mes connaissances plutôt que ma capacité à organiser un dîner ou à gérer l'agenda de Richard. Patricia a remarqué mon succès auprès des clients. Vous êtes une naturelle, a-t-elle dit pendant ma pause déjeuner. Avez-vous envisagé d'obtenir votre certification de conseiller financier? Nous pourrions utiliser quelqu'un qui peut aider à la planification des investissements. La suggestion a planté une graine dans mon esprit. Peut-être que ce travail pourrait devenir plus que de la simple survie. Après le travail, je me suis arrêté à l'épicerie pour acheter des fournitures pour continuer à rénover la maison. La caissière, une adolescente aux cheveux violets et aux multiples piercings, semblait inhabituellement bavarde. Vous êtes Miranda, n'est-ce pas? La fille de Madame Foster. Quand j'ai hoché la tête, elle a souri. Elle venait tout le temps ici. Elle achetait toujours du bon chocolat et des magazines sur les affaires. Elle disait qu'elle se tenait au courant du monde pour quand vous auriez besoin de ses conseils. Le commentaire m'a semblé étrange. Maman n'avait jamais semblé particulièrement intéressée par les affaires ou la finance quand j'étais enfant. Elle avait été bibliothécaire scolaire, pratique et silencieuse, plus préoccupée par les livres que par les stratégies d'investissement. Peut-être que je ne l'avais jamais vraiment connue aussi bien que je le pensais. En rentrant chez moi, j'ai décidé de m'attaquer à cette étrange section de revêtement que j'avais remarquée la veille. Armé d'une lampe de poche et de mon sens croissant de la détermination, j'ai examiné la zone de plus près. Les planches étaient définitivement plus neuves, bien que patinées pour correspondre au reste de la maison. Plus intéressant, elles semblaient couvrir ce qui aurait pu être une fenêtre à un moment donné. J'ai trouvé un pied de biche dans la cabane de jardin de maman et j'ai soigneusement fait levier sur les bords. Le bois s'est détaché plus facilement que prévu, révélant non pas une fenêtre, mais une petite porte. Derrière, il y avait un espace dont je n'avais jamais connu l'existence, un compartiment caché construit dans le mur entre deux pièces. Mes mains tremblaient alors que j'éclairais l'intérieur avec la lampe de poche. Là, enveloppée dans du plastique et posée sur une étagère en bois, se trouvait une boîte en métal de la taille d'une boîte à chaussures. Mon cœur battait la chamade alors que je l'extrayais soigneusement et que je la portais à l'intérieur pour l'examiner sous un éclairage approprié. La boîte était un petit coffre-fort, du genre que les gens utilisent pour des documents importants. Il avait une serrure à combinaison à 4 chiffres. J'ai d'abord essayé l'anniversaire de maman, rien. Puis mon anniversaire, rien non plus. Je suis resté assise à regarder le coffre, me demandant ce que maman avait pu cacher et pourquoi elle ne l'avait jamais mentionné. D'un coup,
j'ai essayé la date à laquelle elle avait hérité de la maison de sa propre mère. Toujours rien. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Quand j'étais petite, maman disait toujours que le chiffre porte-bonheur de notre famille était la date de son mariage avec papa. J'avais complètement oublié ça jusqu'à ce moment, mais elle plaisantait en disant que tout ce qui était bon dans nos vies se passait le 23 du mois. Avec des doigts tremblants, j'ai entré le 23 août, leur anniversaire de mariage. Le coffre s'est ouvert d'un déclic. À l'intérieur se trouvait une enveloppe avec mon nom écrit de l'écriture soignée de maman. En dessous, il y avait des documents que je ne pouvais pas identifier immédiatement et ce qui ressemblait à des boîtes à bijoux. Mais c'est l'enveloppe qui a attiré mon attention. Elle semblait épaisse, substantielle, comme si elle contenait plus qu'une simple lettre. Je l'ai ouverte avec précaution et j'ai déplié plusieurs pages de l'écriture familière de maman. La première ligne a fait trembler mes mains. Ma très chère Miranda, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé le chemin de la maison et découvert ce que j'ai gardé pour toi toutes ces années. J'ai arrêté de lire et j'ai regardé autour de la maison silencieuse. Qu'est-ce que maman avait gardé? Et comment avait-elle su que j'en aurais besoin? Dehors, le vent de la montagne sifflait à travers les arbres, et j'ai eu l'impression que j'étais sur le point de découvrir que tout ce que je croyais savoir sur ma mère était faux. Avez-vous déjà découvert quelque chose sur un membre de votre famille qui a complètement changé la façon dont vous compreniez votre relation avec lui? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Mes mains tremblaient alors que je continuais à lire la lettre de maman à la lumière de sa vieille lampe de table. Miranda, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose à propos de notre famille que je n'ai jamais senti que tu étais prête à entendre. Ton père et moi n'étions pas seulement des bibliothécaires et des enseignants comme tu le croyais. Avant ta naissance, nous avons construit quelque chose ensemble. Quelque chose que j'ai protégé pour toi toute ta vie. J'ai posé la lettre, essayant de traiter ce qu'elle me disait. Maman et papa avaient toujours semblé si ordinaires, si prévisibles. Papa est mort quand j'avais 15 ans, et je l'avais toujours considéré comme un simple professeur d'histoire de lycée qui aimait les livres et la pêche. Ton père était brillant en matière d'investissement. Il a commencé petit, utilisant son salaire d'enseignant pour acheter des actions et des obligations que tout le monde négligeait. Je l'ai aidé à faire des recherches sur les entreprises, à analyser leur potentiel, et nous avons progressivement construit un portefeuille qui a dépassé nos rêves les plus fous. Mais nous avons vécu simplement, délibérément. Nous voulions que tu comprennes la valeur du travail acharné et de l'éducation, et non que tu grandisses avec un sentiment de supériorité à cause d'un argent que tu n'avais pas gagné. La lettre continuait sur 2 pages, expliquant comment ils avaient caché leur richesse, vivant modestement pendant que leurs investissements se multipliaient. Ils avaient créé des fiducies, acheté des propriétés sous différents noms, et soigneusement tout documenté pour le jour où j'en aurais besoin. Mais pourquoi ne m'en avait-il pas parlé? Nous t'avons vu tomber amoureuse de Richard et nous avons vu comment il essayait de te contrôler. Ton père voulait intervenir, mais je l'ai convaincu d'attendre. J'espérais que tu trouverais ta force par toi-même. Quand tu ne l'as pas fait, quand tu as abandonné ta carrière pour servir ses ambitions, j'ai su que nous avions besoin d'un autre plan. Si quelque chose nous arrivait, si tu te retrouvais un jour seule et impuissante, tu aurais besoin de ressources qu'il ne pourrait pas toucher ou même connaître. Ma mère avait joué aux échecs pendant que je jouais aux dames. Elle avait percé à jour le charme de Richard 15 ans avant moi, et s'était préparée pour la situation exacte à laquelle je faisais face maintenant. La femme que j'avais considérée comme une simple bibliothécaire de petite ville avait secrètement construit ma voie de secours pendant des décennies. J'ai regardé les documents sous la lettre. Des certificats d'action, des registres d'obligations, des informations sur des comptes bancaires d'institutions dont je n'avais jamais entendu parler. Les chiffres étaient stupéfiants, même en tenant compte des variations de valeur au fil des ans. Maman m'avait laissé des actifs d'une valeur bien supérieure à 2 millions de dollars. Mais il y avait plus. Sous les documents financiers se trouvaient des boîtes à bijoux contenant des pièces que je n'avais jamais vu maman porteur. Des boucles d'oreilles en diamant, des colliers de perles, une montre qui semblait suspectement chère, et sous celle-ci, une police d'assurance avec mon nom comme bénéficiaire. Le montant du paiement m'a coupé le souffle, 3,7 millions de dollars. Le dernier article dans le coffre était une clé attachée à une carte de visite d'une banque du chef-lieu du comté, à 40 minutes de là. Écrit de la main de maman, il y avait « Coffre-fort numéro 247 ». Tout le reste est là. J'ai passé le reste de la soirée à examiner chaque document, essayant de comprendre l'ampleur de ce que maman avait construit. Elle avait été méthodique, prudente et incroyablement intelligente pour cacher des actifs tout en restant complètement légale.
Chaque investissement était documenté, chaque transaction enregistrée, chaque déclaration de revenus correctement déposée. Vers minuit, je me suis surprise à rire à travers mes larmes devant l'audace pure et simple de tout cela. Pendant que Richard se félicitait d'avoir construit son empire commercial, ma mère soi-disant simple avait discrètement assemblé un empire à elle, et elle l'avait fait pour s'assurer que je ne serais jamais piégée ou impuissante. Mais la partie la plus incroyable était encore à venir. Au bas de la lettre, maman avait écrit « Miranda, je sais que tu penses que ton diplôme en économie a été gâché, mais ce n'est pas le cas. Tu as les connaissances nécessaires pour gérer ces actifs, les faire fructifier et construire la vie que tu mérites. Ton père disait toujours que tu avais son esprit pour les chiffres et ma patience pour la planification à long terme. Il est temps de lui donner raison. » Le lendemain matin, j'ai appelé Patricia pour demander un jour de congé personnel. Je dois m'occuper de quelques affaires de famille, ai-je expliqué, ce qui était techniquement vrai. Ensuite, je me suis rendu à la County National Bank avec la clé et les documents d'identité de maman. Le coffre-fort contenait encore plus de surprises. Des certificats d'action supplémentaires, des actes de propriété pour des biens dont je n'avais jamais connu l'existence, et des instructions détaillées que maman avait écrites pour convertir des actifs liquides en capital de travail. Elle avait même inclus des plans d'affaires pour 3 stratégies d'investissement différentes, en fonction de mon niveau de confort avec le risque. Mais le vrai choc est venu lorsque j'ai examiné les actes de propriété. Maman possédait 4 propriétés locatives dans la vallée, un petit immeuble de bureau en ville, et avait des droits miniers sur plus de 120 hectares de terre de montagne. Les revenus locatifs seuls auraient permis un style de vie confortable. Elle avait discrètement accumulé de la richesse pendant 30 ans pendant que tout le monde, y compris moi, pensait qu'elle se débrouillait juste avec une pension d'enseignante. Assise dans la salle privée de la banque, entourée de preuves du génie financier secret de ma mère, j'ai senti quelque chose changer en moi. La femme impuissante et vaincue qui avait quitté ce palais de justice une semaine auparavant avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un avec des ressources, des connaissances, et pour la première fois depuis des années, un réel pouvoir. Richard n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Et après ce qu'il m'avait fait subir, après avoir pris mes enfants et essayé de me laisser sans rien, j'allais savourer chaque minute de lui montrer qui était vraiment Miranda Foster. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Mais elle a commencé au moment où je suis sorti de cette banque. J'ai passé les 3 jours suivants à examiner chaque document, chaque investissement, chaque pièce du puzzle financier que maman m'avait laissé. Elle n'avait pas seulement économisé de l'argent, elle avait construit un portefeuille sophistiqué que n'importe quel investisseur professionnel respecterait. Ma première priorité était de liquider suffisamment d'actifs pour établir une stabilité financière immédiate. J'ai contacté la société d'investissement qui gérait les comptes de maman et j'ai pris rendez-vous. Le conseiller, un homme nommé Thomas Parker, m'a traité avec le respect qui vient avec un portefeuille substantiel plutôt que la condescendance à laquelle je m'étais habitué en tant qu'ex-femme sans emploi de Richard. Votre mère était remarquable, a dit Thomas, en examinant son historique d'investissement. Elle avait une compréhension intuitive des tendances du marché que la plupart de mes clients professionnels n'ont pas. Ces positions qu'elle a sélectionnées il y a 15 ans surperforment encore le marché aujourd'hui. En une semaine, j'ai eu accès à des fonds liquides qui ont résolu tous les problèmes immédiats. J'ai remboursé la petite hypothèque restante sur la maison de campagne, j'ai modernisé l'électricité et la plomberie, et j'ai engagé des entrepreneurs pour la rendre vraiment habitable. Plus important encore, j'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires que les avocats de Richard ne pourraient jamais accéder ou même découvrir. Mais l'argent n'était qu'une partie de l'équation. J'avais besoin de reconstruire mes qualifications professionnelles et d'établir mon indépendance de manière à impressionner un juge aux affaires familiales. Le travail à temps partiel à la banque avait été un bon début, mais j'étais capable de bien plus. J'ai appelé mon ancien superviseur du cabinet de planification financière où j'avais travaillé avant mon mariage. Miranda Foster, a-t-il dit, l'air surpris. J'ai entendu dire que tu t'étais mariée et que tu avais déménagé. Comment vas-tu? Quand j'ai expliqué ma situation avec précaution, en omettant les détails sur ma nouvelle richesse, il a été sympathique et pratique. L'industrie a beaucoup changé en 10 ans, a-t-il admis. Mais tes bases sont solides. As-tu envisagé d'obtenir la certification de conseiller financier? Il y a une bonne demande pour des planificateurs indépendants, surtout dans les zones rurales où les grandes entreprises n'ont pas de bureau. Il m'a mis en contact avec un programme de certification qui pouvait être suivi en ligne en 6 mois. Avec ma formation en économie et les dossiers détaillés de maman à étudier, je me sentais confiante pour aborder les cours. Plus important encore,
cela démontrerait à n'importe quel juge que je construisais une carrière légitime, pas seulement que je survivais grâce à une pension alimentaire. Les enfants restaient mon plus grand défi et ma principale motivation. Richard autorisait des visites supervisées une fois par semaine, surveillées par un observateur désigné par le tribunal qui prenait des notes sur chaque interaction. Emma semblait confuse et en colère, luttant pour comprendre pourquoi je ne pouvais pas rentrer à la maison. Tyler était plus silencieux, plus renfermé, mais grimpait toujours sur mes genoux dès qu'il me voyait. « Papa dit que tu ne peux plus t'occuper de nous », a dit Emma lors de notre 3e visite, sa voix factuelle comme seuls les enfants de 8 ans peuvent l'être. « Il dit que tu n'as pas de travail ni de maison. » J'ai choisi mes mots avec soin, consciente que tout ce que je disais serait rapporté aux avocats de Richard. « J'ai une maison maintenant, ma chérie. Celle où grand-mère vivait. Et je commence un nouveau travail pour aider les gens avec leur argent. C'est ce que j'ai étudié à l'université avant ta naissance. On peut voir ta maison, a demandé Tyler avec espoir. Mais l'ordonnance du tribunal spécifiait que les visites ne pouvaient avoir lieu que dans des lieux neutres sous surveillance. La stratégie de Richard fonctionnait parfaitement, me maintenant isolé de mes enfants pendant qu'il construisait son dossier selon lequel j'étais une mère inapte. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai appelé mon ancienne colocataire d'université, Sarah, qui était maintenant une avocate à succès en ville. « Miranda », s'est-elle exclamée. Je me demandais ce qui t'était arrivé. Tu as juste disparu après l'obtention de ton diplôme. J'ai expliqué ma situation, le divorce, la bataille pour la garde, et mon besoin de conseils juridiques pour contester le récit de Richard. Sarah a écouté sans jugement, puis a posé des questions pointues sur ma situation financière et mon calendrier. Tu dois être stratégique à ce sujet, a-t-elle dit finalement. Les tribunaux sont réticents à changer rapidement les arrangements de garde, mais ils reconsidéreront si tu peux démontrer une amélioration significative de ta situation. Documente tout. Tes revenus, ta situation de logement, ton développement de carrière, et quoi que tu fasses, ne laisse pas ces avocats connaître tes actifs jusqu'à ce que tu sois prête à les révéler. Les conseils de Sarah correspondaient parfaitement à ce que j'avais déjà commencé à planifier. Je reconstruirai ma réputation professionnelle, je m'établirai comme une mère célibataire compétente, et seulement alors je révélerai toute l'étendue de mes ressources. Laisser Richard penser qu'il m'avait laissée impuissante pendant que j'assemblais discrètement tout ce dont j'avais besoin pour le faire tomber. Le meilleur, c'est que j'appréciais vraiment le processus. Après des années à gérer l'emploi du temps de Richard et à divertir ses associés, utiliser mon esprit pour la pensée analytique, c'était comme se réveiller d'un long sommeil. J'avais oublié à quel point j'aimais résoudre des problèmes complexes et créer des stratégies à long terme. 3 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai reçu un appel inattendu. Patricia de la banque voulait discuter de l'élargissement de mon rôle. Vous avez impressionné plusieurs de nos plus gros clients, a-t-elle expliqué. Ils demandent spécifiquement à vous voir lorsqu'ils ont besoin de conseils en investissement. Seriez-vous intéressé à prendre plus de responsabilités? La promotion s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle et d'un horaire flexible qui s'adapterait à mes études de certification. Plus important encore, elle fournissait exactement le type de progrès professionnel qui renforcerait mon dossier de garde. Mais la vraie surprise est venue lorsque j'ai examiné mes rendements d'investissement du premier trimestre. En suivant les stratégies de maman et en appliquant ma propre analyse, j'avais fait croître mon portefeuille de 12% en seulement 3 mois. Je ne gérais pas seulement un héritage. Je le construisais activement. Richard m'avait toujours dit que je ne comprenais rien aux affaires, que j'étais trop émotive et peu pratique pour les décisions financières. En examinant les chiffres, lui prouvant le contraire, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne faisais pas que récupérer ma vie. Je découvrais qui j'avais toujours été capable de devenir. Et je ne faisais que commencer. 6 mois après avoir découvert la lettre de maman, j'étais une personne complètement différente. La femme effrayée et vaincue qui avait fui la victoire de Richard au tribunal avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui se réveillait chaque matin dynamisé par les défis au lieu d'être submergé par eux. Mon programme de certification était presque terminé, et j'avais déjà commencé à prendre des clients indépendants à la banque. La nouvelle s'est vite répandue dans notre petite communauté à propos de la nouvelle conseillère financière qui écoutait réellement les préoccupations des gens et expliquait les concepts complexes en langage clair. Ma clientèle s'est développée grâce aux recommandations de Patricia, puis aux bouche à oreille qui me maintenaient occupé des semaines à l'avance. Mais la vraie victoire est venue lorsque j'ai acheté l'immeuble de bureau en ville que maman avait secrètement possédé pendant des années. Au lieu de continuer à le louer,
j'ai décidé de rénover le rez-de-chaussée pour en faire mon propre cabinet de planification financière. L'espace avait été un bureau d'assurance désaffecté, mais je pouvais imaginer exactement ce qu'il deviendrait. Professionnel, accueillant, et entièrement mien. Le projet de rénovation m'a mis en contact avec des entrepreneurs locaux, des propriétaires d'entreprises et des leaders communautaires qui me voyaient comme une professionnelle prometteuse plutôt que comme l'ex-femme abandonnée de Richard. Pour la première fois depuis des années, je construisais des relations basées sur mon propre mérite et mes propres réalisations. Tu y arrives vraiment, a dit Madame Henderson, en regardant l'équipe de construction installer de nouvelles fenêtres. Ta mère serait si fière. Elle a toujours dit que tu avais plus de combativité en toi que tu ne le réalisais. Le commentaire m'a fait réfléchir à combien j'avais changé et à combien de chemin il me restait à parcourir. Mes visites supervisées avec les enfants avaient évolué vers des rencontres plus longues et moins formelles. L'observatrice du tribunal, une femme aimable nommée Ruth, avait noté dans ses rapports que les 2 enfants semblaient heureux et en sécurité pendant notre temps ensemble. Emma avait commencé à poser plus de questions sur ma nouvelle maison et mon travail, tandis que Tyler avait commencé à faire des projets pour « quand maman aura sa propre maison à nouveau ». Richard semblait de plus en plus frustré par ma transformation. Nos brèves interactions lors des échanges de garde révélaient un homme qui s'attendait à ce que je m'effondre et qui trouvait à la place quelqu'un qui s'épanouissait. Ses tentatives de m'intimider ou de me manipuler se sont heurtées à ma nouvelle confiance en moi. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, Miranda », a-t-il dit après une tentative particulièrement infructueuse de provoquer une réaction émotionnelle. Mais ce numéro de femme indépendante n'impressionnera personne là où ça compte. Son commentaire en disait plus sur son insécurité que sur ma situation. Il avait bâti son identité sur le fait d'être mon soutien et mon protecteur. Sans une ex-femme impuissante à sauver ou à contrôler, il semblait vraiment confus sur la façon de se comporter avec moi. Le moment le plus satisfaisant est venu lorsque j'ai assisté à la réunion parents-professeurs d'Emma en tant que parent non gardien. Son enseignante, Madame Collins, a commenté l'amélioration de l'humeur et des performances scolaires d'Emma au cours des derniers mois. Elle parle de vous constamment, a partagé Madame Collins. Votre nouveau travail, votre maison, à quel point elle est fière que vous aidiez les gens avec leur argent. Quoi que vous fassiez, cela a un impact positif sur son bien-être émotionnel. La validation signifiait tout, mais plus important encore, elle fournissait une documentation qui soutiendrait ma future contestation de la garde. Ce soir-là, je me tenais dans ma cuisine rénovée, examinant les états financiers et planifiant des stratégies pour mon entreprise en pleine croissance. La maison qui avait autrefois semblé être un symbole d'échec me semblait maintenant être un foyer. Les meubles de maman, que j'avais initialement vus comme des rappels désuets du passé, étaient devenus des objets de réconfort qui me reliaient à sa sagesse et à sa prévoyance. J'ai rouvert sa lettre, lisant le dernier paragraphe que j'avais mémorisé, mais que je trouvais toujours significatif. Miranda, tu as tout ce dont tu as besoin pour construire la vie que tu mérites. L'argent n'est qu'un outil, ton vrai pouvoir vient de la compréhension de ta propre valeur et du refus de laisser quiconque la diminuer. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton éducation. Et fais confiance au fait que je savais exactement ce que je faisais quand j'ai préparé tout cela pour toi. En regardant tout ce que j'avais accompli en 6 mois, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. L'héritage m'avait donné des opportunités, mais la transformation était venue de la redécouverte de capacités que j'avais abandonnées pour plaire à Richard. Je n'étais pas seulement financièrement indépendante. J'étais intellectuellement, émotionnellement et professionnellement indépendante d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah, mon amie avocate. Prête à déposer la demande de modification de la garde? Ta documentation a l'air impressionnante. J'ai tapé en retour, oui, il est temps. La bataille juridique à venir serait difficile, mais je n'étais plus la femme impuissante qui avait tout perdu dans cette première salle d'audience. Richard avait commis une erreur cruciale en me rejetant comme étant inemployable et incompétente. Il avait sous-estimé non seulement ma détermination, mais aussi mes capacités réelles. Bientôt, il découvrirait que la souris avec laquelle il jouait était devenue quelque chose de bien plus redoutable. En me préparant pour le lit dans la maison qui était vraiment la mienne, entourée de preuves de la vie que j'avais construite à partir de rien, j'ai ressenti une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec la justice. Mes enfants méritaient une mère qui connaissait sa propre valeur. Et enfin, ils allaient en avoir une. Demain, je passerai l'appel qui changerait tout. Mais ce soir, j'étais simplement reconnaissante à maman d'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir et de s'être préparée à ce que je ne pouvais pas imaginer.
La vraie bataille était sur le point de commencer. Mais j'avais déjà gagné la guerre qui comptait le plus, celle contre mon propre doute. L'audience de modification de la garde a été fixée à un mardi matin de novembre, exactement un an après que Richard ait détruit ma vie dans le même palais de justice. Cette fois, j'ai franchi ces portes vêtues d'un tailleur bleu marine que j'avais acheté avec mon propre argent, portant une mallette remplie de documents qui racontaient une histoire très différente de celle que Richard attendait. Sarah m'a rencontré dans le couloir, l'air confiante et affûtée dans son rôle d'avocate. « Êtes-vous prête pour ça ?» a-t-elle demandé, révisant ses notes une dernière fois. Rappelez-vous, restez calme, peu importe ce que ces avocats essaient de faire. Votre transformation parle d'elle-même, mais votre sang-froid scellera l'affaire. Richard était assis de l'autre côté de la salle d'audience avec son équipe juridique hors de prix, ressemblant en tout point à l'homme d'affaires prospère dans son costume cher. Mais quelque chose était différent dans son attitude. Fini la confiance suffisante qu'il avait affichée lors de notre procédure de divorce. À la place, il y avait une tension que je n'avais jamais vue auparavant, comme un homme qui soupçonnait que le jeu avait changé mais ne comprenait pas les nouvelles règles. Le juge Morrison, le même juge qui avait accordé la garde à Richard un an plus tôt, a examiné nos dossiers avec une attention particulière. « Madame Hartwell » a-t-il commencé. « Je vois que vous avez demandé une modification de l'arrangement de garde sur la base de changements substantiels de circonstances. Veuillez présenter vos preuves. » Sarah s'est levée et a commencé à présenter méthodiquement mon dossier. Antécédents professionnels montrant une progression constante à la banque. Témoignages de clients louant mes services de conseil financier. Documentation de ma certification terminée et de ma pratique indépendante en pleine croissance. Relevé bancaire prouvant un revenu stable et substantiel. Photos et rapports d'inspection de ma maison rénovée, avec des chambres séparées pour chaque enfant. Mais la vraie bombe est venue lorsque Sarah a présenté les relevés de mon portefeuille d'investissement. Votre honneur, Madame Hartwell a non seulement atteint la stabilité financière, mais elle a également fait preuve d'un sens aigu des finances exceptionnel. Ses rendements d'investissement au cours de la dernière année se situent dans le percentile supérieur des gestionnaires de fonds professionnels. J'ai regardé le visage de Richard pendant que les chiffres étaient lus à voix haute. Son expression est passée de la confusion au choc, puis à quelque chose approchant la panique. Il avait passé un an à croire que je luttais pour survivre avec mon salaire de banque à temps partiel. La réalité de ma situation financière était clairement dévastatrice pour son récit. Son avocat principal, Marcus Webb, a demandé une brève suspension pour s'entretenir avec son client. À travers la porte vitrée de la salle de conférence, je pouvais voir Richard gesticuler frénétiquement pendant que ses avocats essayaient de le calmer. À leur retour, la stratégie de Webb était, comme on pouvait s'y attendre, désespérée. Votre honneur, a commencé Webb. Nous remettons en question la source de ces prétendus actifs. Madame Hartwell n'avait aucune ressource financière au moment du divorce. D'où vient cet argent? Sarah était prête pour cette ligne d'attaque. Elle a présenté le certificat de décès de maman, la documentation de l'héritage et la preuve que chaque actif avait été légalement transféré et correctement déclaré aux autorités fiscales. Madame Hartwell a hérité de ses actifs de sa défunte mère, a expliqué calmement Sarah. Chaque transaction a été documentée et vérifiée par des experts comptables certifiés. Il n'y a rien de suspect ou de caché dans ces fonds. Webb a essayé un autre angle. Même si ces actifs sont légitimes, une richesse soudaine ne qualifie pas quelqu'un pour être un parent principal. Monsieur Hartwell a fourni des soins stables et constants aux enfants pendant plus d'un an. C'est alors que j'ai demandé la permission de m'adresser directement au tribunal. Le juge Morrison a hoché la tête et je me suis levé, me sentant plus calme que je n'avais le droit de l'être dans un moment aussi crucial. Votre honneur, il y a un an, j'étais une personne différente. J'avais laissé mon mariage me définir si complètement que j'avais perdu de vue mes propres capacités. Le divorce, aussi douloureux soit-il, m'a forcé à redécouvrir qui je suis et ce que je suis capable d'accomplir. J'ai regardé directement Richard en continuant. Je ne demande pas la garde parce que j'ai hérité de l'argent. Je demande la garde parce que j'ai prouvé que je pouvais construire une vie stable et indépendante qui sert les meilleurs intérêts de mes enfants. J'ai reconstruit ma carrière, établi une sécurité financière et créé un foyer où Emma et Tyler peuvent s'épanouir. Le juge Morrison a posé des questions pointues sur mon emploi du temps, les arrangements de garde d'enfants et la planification financière à long terme. J'ai répondu à chacune avec confiance, m'appuyant sur des mois de préparation et une véritable expertise que j'avais développée grâce à ma pratique. Mais le témoignage le plus puissant est venu d'une source inattendue.
Ruth, la superviseure désignée par le tribunal, avait été assignée à comparaître pour témoigner de ses observations lors de mes visites avec les enfants. Au cours de l'année écoulée, j'ai observé des changements positifs significatifs chez les deux enfants pendant leur temps avec leur mère, a témoigné Ruth. Madame Hartwell a fait preuve de patience, de stabilité émotionnelle et d'un engagement sincère envers les besoins d'Emma et de Tyler. Les enfants expriment constamment leur bonheur lors de leur visite et mentionnent fréquemment leur enthousiasme à l'idée de passer plus de temps chez leur mère. L'équipe de Richard a tenté de discréditer les observations de Ruth, mais ses qualifications professionnelles et sa documentation détaillée ont rendu leurs attaques inefficaces. Lorsque Webb a suggéré que ma réussite financière était en quelque sorte suspecte ou temporaire, le juge Morrison l'a interrompu. Monsieur l'avocat, Madame Hartwell a présenté des preuves complètes de progression de carrière, de certification professionnelle, de logement stable et de ressources financières substantielles. À moins que vous n'ayez des preuves spécifiques d'actes répréhensibles, l'arrangement de garde de votre client n'est pas permanent simplement parce que c'était la décision initiale. L'audience s'est terminée par la présentation des arguments finaux des deux parties. Webb m'a dépeinte comme une opportuniste qui avait soudainement découvert la maternité après avoir hérité de l'argent. Sarah m'a présenté comme une femme qui avait surmonté l'adversité pour construire exactement le type d'environnement stable et stimulant dont les enfants ont besoin. Le juge Morrison a annoncé qu'il examinerait toutes les preuves et rendrait sa décision dans les 2 semaines. En quittant le palais de justice, Richard m'a acculé dans le parking, son sang-froid se brisant enfin complètement. « Je ne sais pas comment tu as réussi ça, Miranda », a-t-il dit, la voix tendue par une colère à peine contrôlée. « Mais l'argent ne fait pas de toi une meilleure mère. Emma et Tyler ont été heureux avec moi. Tu perturbes leur vie pour ton propre ego. » J'ai regardé l'homme qui avait autrefois contrôlé chaque aspect de mon existence et je n'ai ressenti que de la pitié. « Richard, ce sont aussi mes enfants. Et contrairement à toi, je n'essaie pas de les éloigner de leurs autres parents. J'essaie de leur donner une mère qui connaît sa propre valeur. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Miranda récupérera-t-elle ses enfants? Ou Richard a-t-il encore un tour dans son sac? Partagez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. 2 semaines ont semblé durer 2 ans, mais l'appel du juge Morrison est finalement arrivé un vendredi après-midi alors que je rencontrais des clients dans mon nouveau bureau. Madame Hartwell, j'ai pris ma décision concernant votre demande de modification de la garde. Pourriez-vous être dans mon bureau lundi matin à 9 h? Ce week-end a été le plus long de ma vie. J'ai nettoyé ma maison de manière obsessionnelle, préparé les chambres d'Emma et de Tyler pour la 3e fois, et passé en revue tous les scénarios possibles avec Sarah. Il ne vous appellerait pas juste pour rejeter la demande, m'a-t-elle rassuré. Les rejets arrivent généralement par courrier. Les réunions en personne suggèrent qu'il veut discuter des termes. Le lundi matin est arrivé avec la première neige de l'hiver, couvrant les routes de montagne d'une couverture blanche qui ressemblait à un nouveau départ. J'ai conduit prudemment jusqu'au palais de justice, mon cœur battant d'anticipation et d'un espoir que j'avais peur d'embrasser pleinement. Le bureau du juge Morrison était moins formel que la salle d'audience, avec des photos de famille sur son bureau et des livres de droit tapissant les murs. Richard et son avocat étaient déjà assis lorsque Sarah et moi sommes arrivés. Richard avait l'air hagard, comme s'il avait passé le week-end à lutter contre des démons que je ne pouvais qu'imaginer. J'ai examiné toutes les preuves présentées, a commencé le juge Morrison, et je suis prêt à modifier l'arrangement de garde. Madame Hartwell, vous avez fait preuve d'une croissance personnelle et professionnelle remarquable au cours de l'année écoulée. Votre stabilité financière, votre développement de carrière et votre situation de logement répondent clairement aux normes du tribunal pour la garde principale. Les mots m'ont frappé comme un coup physique de pur soulagement. J'avais gagné. Après un an de visites supervisées et de batailles juridiques, je récupérais mes enfants. Mais le juge Morrison n'avait pas terminé. Cependant, je mets en place un calendrier de transition progressive pour minimiser les perturbations pour Emma et Tyler. Pour le mois prochain, ils passeront les week-ends avec vous. Après cela, en supposant que la transition se passe bien, ils vivront avec vous pendant la semaine et passeront un week-end sur 2 avec leur père. L'avocat de Richard a immédiatement objecté. Votre honneur, c'est un changement radical pour des enfants qui ont été stables sous la garde de leur père pendant plus d'1 an. Mais la décision du juge Morrison était prise. Monsieur Webb, votre client a soutenu lors des procédures initiales que Madame Hartwell était financièrement incapable de subvenir aux besoins des enfants. Elle a non seulement surmonté ce défi, mais a dépassé les attentes. Les enfants méritent d'avoir une relation significative avec leurs 2 parents. En quittant le palais de justice,
j'ai ressenti un mélange de triomphe et d'appréhension. J'avais gagné la bataille juridique, mais le vrai défi était sur le point de commencer. Comment Emma et Tyler s'adapteraient-ils à la vie avec moi à nouveau? Comment allais-je concilier mon entreprise en pleine croissance avec la parentalité à plein temps? Et comment Richard allait-il gérer la perte de contrôle de la situation? Le premier week-end s'est mieux passé que je n'osais l'espérer. Emma a passé le samedi après-midi à m'aider à organiser sa nouvelle chambre, bavardant avec enthousiasme des amis qu'elle voulait inviter pour des soirées pyjama. Tyler était plus silencieux, mais semblait vraiment heureux de dormir à nouveau dans son propre espace. « Maman, on va vivre ici pour toujours maintenant ?» a demandé Emma alors que je l'abordais samedi soir. La question était chargée d'espoir et d'anxiété à parts égales. « Nous allons vivre ici aussi longtemps que vous le voudrez, ma chérie, ai-je promis. C'est notre maison maintenant. » Mais même en prononçant ces mots, je savais que Richard n'abandonnerait pas facilement. Les hommes comme lui n'acceptent pas la défaite avec grâce, surtout quand il s'agit de perdre le contrôle sur les personnes qu'ils considèrent comme leur propriété. Mes soupçons se sont avérés exacts la semaine suivante lorsque Patricia m'a appelé dans son bureau à la banque. « Miranda, nous devons discuter de quelque chose de sensible », a-t-elle dit, l'air mal à l'aise. « J'ai reçu un appel de quelqu'un prétendant enquêter sur vos antécédents financiers. Il posait des questions sur votre salaire, vos relations avec les clients, et si la banque était au courant de vos revenus importants non déclarés. » Le harcèlement commençait. Richard ne pouvait pas contester directement la décision de garde, alors il essayait de saper ma réputation professionnelle. « Que leur avez-vous dit ?» ai-je demandé. « Rien, bien sûr. Je leur ai dit que toutes les informations sur les employés sont confidentielles et j'ai raccroché. Mais Miranda, vous devez savoir qu'ils ont également contacté plusieurs de vos clients avec des questions similaires. » La stratégie était d'une malveillance transparente, mais potentiellement efficace. Si Richard pouvait convaincre les gens que ma réussite financière était en quelque sorte illégitime, il pourrait être en mesure de nuire à mon entreprise et de créer des motifs pour une autre contestation de la garde. J'ai immédiatement appelé Sarah pour discuter des options juridiques pour arrêter le harcèlement. « C'est en fait une bonne nouvelle », a-t-elle dit après avoir entendu les détails. « Si nous pouvons prouver que Richard est derrière tout ça, nous pouvons demander des sanctions et éventuellement faire restreindre ses visites pour s'être engagé dans un comportement nuisible aux meilleurs intérêts des enfants. Mais prouver l'implication de Richard serait difficile. Il était trop intelligent pour mener le harcèlement lui-même, et ses ressources lui permettaient d'engager des enquêteurs privés qui opéraient dans des zones grises juridiques. J'avais besoin d'une stratégie différente. Ce soir-là, je me suis assise dans mon bureau, examinant les dossiers des clients et envisageant mes options. Mon entreprise se développait rapidement, mais elle était encore vulnérable aux attaques de réputation. J'avais travaillé trop dur pour reconstruire ma vie pour laisser Richard la détruire par des campagnes de rumeurs et des accusations anonymes. Puis je me suis souvenu de quelque chose que maman avait écrit dans sa lettre sur la construction d'alliances et la protection de soi-même grâce aux liens communautaires. J'avais été tellement concentré sur la réussite individuelle que j'avais négligé le pouvoir des réseaux professionnels et du soutien mutuel. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion avec Patricia, mon comptable, et 2 autres propriétaires d'entreprises locaux avec qui j'avais développé des relations grâce à ma pratique de planification financière. J'ai expliqué la situation honnêtement, y compris mes soupçons sur l'implication de Richard dans le harcèlement. « Ce genre de comportement est inacceptable », a déclaré Janet, qui possédait la plus grande agence immobilière de la ville. « Nous avons tous vu à quel point vous avez travaillé dur pour vous établir. Quiconque essaie de saper cela s'attaque à toute notre communauté d'affaires. » Ce qui est ressorti de cette réunion, c'est un réseau informel de protection mutuelle. Les chefs d'entreprise qui connaissaient mon caractère et la qualité de mon travail renverraient toute personne posant des questions suspectes à Patricia, qui documenterait les demandes et les signalerait à Sarah. Plus important encore, ils recommanderaient activement mes services à leurs propres clients et contacts. « Vous n'êtes pas seul dans cette affaire », m'a assuré Patricia. « Nous savons tout ce que c'est que de construire quelque chose à partir de rien. Nous n'allons pas laisser quelqu'un le démolir par des mensonges et de l'intimidation. » Pour la première fois depuis que j'avais découvert la campagne de harcèlement de Richard, je me suis sentie vraiment confiante pour affronter la tempête. Mais j'ai aussi commencé à planifier quelque chose que Richard n'attendrait pas. S'il voulait jouer avec ma réputation, je m'assurerais qu'il comprenne exactement à qui il avait affaire. La femme effrayée et dépendante qu'il avait divorcée avait disparu pour toujours. À sa place se tenait quelqu'un avec des ressources, des alliés, et une compréhension très claire de la façon dont le pouvoir fonctionne réellement.
La campagne de harcèlement de Richard s'est intensifiée au cours du mois suivant, mais elle a eu l'effet inverse de celui qu'il avait escompté. Au lieu de détruire ma réputation, ces tentatives transparentes de sabotage ont généré de la sympathie et du soutien de la part de la communauté des affaires. Les gens qui auraient pu rester neutres prenaient parti, et ils ne choisissaient pas le sien. Le point de rupture est venu lorsqu'une de mes clientes âgées, Madame Patterson, m'a appelé en larmes. « Miranda, ma chère, quelqu'un est venu chez moi en prétendant être du service des impôts de l'État. Ils ont dit que vous faisiez l'objet d'une enquête pour crimes financiers et que je devais fournir la documentation de tous les services que vous avez effectués pour moi. » L'usurpation d'identité d'un fonctionnaire a franchi une ligne juridique que même les avocats coûteux de Richard ne pouvaient pas le protéger. J'ai immédiatement contacté Sarah, qui a déposé une plainte auprès de la police locale et du bureau du procureur général de l'État. « Il est devenu négligent », a-t-elle dit avec satisfaction. Le désespoir rend les gens stupides. Mais pendant que nous poursuivions les recours juridiques, j'ai décidé de mettre en œuvre une solution plus directe. J'en avais assez appris sur les affaires de Richard au cours de nos 10 ans de mariage pour savoir où se trouvaient ses vulnérabilités. S'il voulait jouer salement, j'étais prête à lui rappeler que je savais exactement où tous ses cadavres étaient enterrés. L'entreprise de construction de Richard avait prospéré, en partie grâce à des relations avec des responsables de l'urbanisme et des membres du conseil de zonage. Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que plusieurs de ces relations impliquaient des arrangements qui frôlaient les violations éthiques. J'avais organisé suffisamment de dîners et d'événements caritatifs pour savoir quels responsables recevaient des faveurs inhabituelles de l'entreprise de Richard. J'ai appelé mon comptable, David, et j'ai pris un rendez-vous privé. « J'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre quelque chose », ai-je dit, sortant les dossiers financiers que j'avais gardés de mon mariage. Regardez ces dons de bienfaisance que Richard a fait pendant notre mariage. Est-ce que certains d'entre vous semblent inhabituels ? David a examiné les documents avec la rigueur qui faisait de lui un allié professionnel si précieux. Ces dons au fonds de développement municipal sont intéressants, a-t-il dit. Ce n'est pas un organisme de bienfaisance enregistré. Il semble s'agir d'un comité d'action politique avec des exigences de déclaration publique très limitées. Une enquête plus approfondie a révélé que les dons de bienfaisance de Richard avaient principalement profité à un comité qui finançait les campagnes d'élus locaux qui attribuaient par la suite à son entreprise des contrats municipaux lucratifs. Bien que techniquement pas illégal, l'arrangement serait embarrassant s'il était exposé et potentiellement dommageable à la fois pour Richard et les responsables impliqués. J'ai fait des copies de tous les documents pertinents et j'ai pris rendez-vous avec Richard dans un lieu neutre, le café où je m'étais senti si vulnérable lors de la visite inattendue de mon frère. Cette fois, c'est moi qui contrôlais l'ordre du jour. Richard est arrivé l'air confiant, s'attendant probablement à une autre occasion de m'intimider ou de me manipuler. Il s'est assis en face de moi avec la même expression suffisante qu'il avait portée lors de notre procédure de divorce, croyant clairement qu'il détenait toujours tous les avantages. « Miranda, je suis content que tu aies appelé », a-t-il commencé. « Je pense que nous devons discuter de cette situation de garde de manière rationnelle. Les enfants sont confus par tous ces changements, et je suis préoccupé par l'influence de ta richesse soudaine sur leurs valeurs. » J'ai souri et j'ai ouvert ma mallette, sortant un dossier de documents. « Richard, je veux discuter de quelque chose de complètement différent. J'ai examiné nos anciennes déclarations de revenus et j'ai trouvé des schémas intéressants dans tes dons de bienfaisance. » Son expression est passée de la confiance à la confusion alors que je disposais des photocopies des registres de dons, des rapports du comité et des attributions de contrats. J'ai regardé la compréhension poindre sur son visage alors qu'il réalisait ce que j'avais découvert et à quel point cela pourrait être dommageable si cela était rendu public. « Ces dons ne sont pas illégaux », a-t-il dit prudemment. « Mais j'imagine que les électeurs qui ont élu tes amis au conseil municipal pourraient les trouver intéressants, surtout si l'information apparaissait dans le journal local avec une chronologie des attributions de contrats ultérieurs à ton entreprise. » Le visage de Richard a pâli alors qu'il comprenait les implications. Sa réputation commerciale, ses relations politiques et son succès financier dépendaient tous du maintien de relations qui ne pourraient survivre à un examen public de leurs fondements éthiques. « Que veux-tu » a-t-il demandé, la voix tendue par une colère à peine contrôlée. « Je veux que tu cesses de harceler mes clients et mes employés. Je veux que tu cesses toutes les tentatives d'enquêter ou de saper mon entreprise, et je veux que tu acceptes que notre arrangement de garde est final et non négociable. » Je me suis penché en avant, maintenant un contact visuel constant. En retour, ces documents restent privés, et tes amis politiques n'apprendront jamais que leur relation avec toi a été documentée. Le silence s'est étiré entre nous pendant plusieurs longs moments.
Richard réalisait que l'ex-femme impuissante qu'il avait rejetée était devenue quelqu'un capable de détruire tout ce qu'il avait construit. L'inversion des rôles était si complète qu'elle en était presque amusante. « Tu as changé, Miranda ?» a-t-il finalement dit, sa voix portant un mélange de respect et de ressentiment. « Oui, j'ai changé, ai-je convenu. J'ai appris à me valoriser et à protéger ce qui compte pour moi, y compris mes enfants et mon entreprise. » Il s'est levé pour partir, puis s'est arrêté à la porte. « Tu sais, je te préférais en fait quand tu étais faible et dépendante. Je sais que tu le faisais, Richard. Ça a toujours été le problème. » Après son départ, je suis restée assise dans le café pendant 1 heure de plus, traitant ce qui venait de se passer. J'avais réussi à neutraliser la campagne de harcèlement de Richard et à établir des limites claires qu'il n'oserait pas franchir. Mais plus important encore, je m'étais prouvé à moi-même que je pouvais tenir tête à l'homme qui avait autrefois contrôlé chaque aspect de ma vie. La femme effrayée qui avait tout perdu au tribunal de divorce avait vraiment disparu pour toujours. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que le vrai pouvoir ne venait pas de contrôler les autres, mais de connaître sa propre valeur et de refuser d'accepter moins que ce que l'on méritait. La transition des enfants vers une vie à plein temps avec moi s'est déroulée plus facilement que je n'osais l'espérer. Emma s'est lancée dans la décoration de sa chambre et s'est fait de nouveaux amis dans notre quartier, tandis que Tyler est progressivement sorti de sa coquille et a commencé à parler de l'école, des amis et de l'avenir avec un enthousiasme que je n'avais pas vu depuis des mois. Mais le véritable test est venu 6 semaines après notre nouvel arrangement, lorsque Tyler a fait un cauchemar et m'a appelé au lieu de demander son père. Je l'ai trouvé assis dans son lit, des larmes coulant sur son visage, cherchant un réconfort qu'il avait maintenant confiance que je lui fournirais. « J'ai rêvé que papa nous emmenait à nouveau et qu'on ne pouvait pas te trouver », a-t-il chuchoté alors que je le serrais dans mes bras. La peur dans sa voix m'a brisé le cœur, mais elle a aussi confirmé que mes enfants se sentaient en sécurité chez nous d'une manière qu'ils n'avaient pas connue au cours de l'année écoulée. « Ça n'arrivera pas, ma chérie, ai-je promis. C'est notre maison et personne ne peut vous emmener loin de moi. » Assise avec Tyler jusqu'à ce qu'il se rendorme, j'ai réalisé que gagner la garde n'avait été que le début. La vraie victoire était de créer un environnement où mes enfants se sentaient en sécurité, valorisés et libres d'être eux-mêmes. Mon entreprise a continué à prospérer au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer lorsque j'avais commencé à travailler à temps partiel à la banque. Le bouche-à-oreille a amené de nouveaux clients chaque semaine, et j'avais embauché 2 assistantes à temps partiel pour m'aider à gérer la charge de travail croissante. L'immeuble de bureau que j'avais hérité de maman était entièrement rénové et abritait non seulement mon cabinet, mais aussi un petit cabinet comptable et une clinique d'aide juridique qui desservait notre communauté rurale. Mais le succès a apporté de nouveaux défis. Plusieurs grandes sociétés financières de la ville m'avaient approché avec des offres d'acquisition. Et j'avais reçu des demandes de renseignements sur la franchise de mon modèle d'entreprise. L'attention était flatteuse, mais aussi écrasante pour quelqu'un qui avait reconstruit sa vie à peine 2 ans plus tôt. « Vous avez créé quelque chose de spécial ici », a déclaré Margaret Chen, une représentante de Regional Financial Partners qui était venue de la ville pour me rencontrer. « Votre taux de fidélisation de la clientèle et vos scores de satisfaction sont exceptionnels. Nous serions ravis de discuter de l'intégration de votre opération sous notre égide. » L'offre était suffisamment substantielle pour assurer la sécurité financière d'Emma, de Tyler et de moi-même pour la vie, mais quelque chose dans la conversation me semblait faux, comme si j'abandonnais le contrôle juste au moment où j'avais enfin appris à l'utiliser efficacement. Ce soir-là, j'ai appelé l'ancien conseiller financier de maman, Thomas Parker, pour discuter de la situation. « Miranda, les offres d'acquisition sont des compliments, mais ce sont aussi des défis, » a-t-il dit pensivement. « La question n'est pas de savoir si vous pouvez gagner de l'argent en vendant. La question est de savoir si la vente sert vos objectifs et vos valeurs à long terme. » J'ai passé le week-end à réfléchir à ce que je voulais vraiment accomplir. La sécurité financière était importante, mais je l'avais déjà grâce à l'héritage de maman et à ma propre richesse croissante. La reconnaissance professionnelle était gratifiante, mais j'avais prouvé ma compétence à tout ce qui comptait. Ce que j'avais découvert que je valorisais le plus, c'était l'indépendance, la capacité de prendre des décisions basées sur ce qui était juste pour mes clients, mes enfants et moi-même, plutôt que sur les attentes de l'entreprise ou les exigences des actionnaires. Lundi matin, j'ai appelé Margaret Chen et j'ai poliment décliné son offre d'acquisition. J'apprécie l'opportunité, mais j'ai construit quelque chose ici qui sert ma communauté d'une manière qui pourrait ne pas survivre à une restructuration d'entreprise. Je ne suis pas prête à abandonner ce contrôle. Sa réponse m'a surprise. Je respecte cette décision, Miranda.
Mais si vous changez d'avis ou si vous seriez intéressé à consulter notre division de développement rural, n'hésitez pas à rester en contact. Vous avez compris quelque chose que beaucoup de grandes entreprises ont du mal à saisir. La conversation m'a fait réaliser que mon succès n'était pas passé inaperçu dans des cercles professionnels que je n'aurais jamais imaginé atteindre. Je n'étais plus seulement une conseillère financière locale. J'étais quelqu'un dont les méthodes et les résultats attiraient l'attention des leaders de l'industrie. Mais la reconnaissance la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue. L'enseignante d'Emma, Madame Collins, a demandé une réunion pour discuter des progrès de ma fille. Emma a montré une amélioration remarquable de sa confiance et de ses performances scolaires depuis qu'elle vit avec vous à plein temps, a-t-elle déclaré. Mais plus important encore, elle parle de vous avec une telle fierté. Elle dit à tout le monde que sa maman aide les gens avec leur argent et possède sa propre entreprise. Entendre que ma réussite professionnelle contribuait à l'estime de soi de ma fille plutôt que de nuire à notre relation était la validation ultime. J'avais passé des années à croire le récit de Richard selon lequel l'ambition professionnelle et une bonne maternité étaient incompatibles. La fierté d'Emma pour mes réalisations prouvait à quel point cette hypothèse était fausse. Ce soir-là, alors que j'aidais Tyler avec ses devoirs pendant qu'Emma s'entraînait au piano, j'ai ressenti un profond contentement qui n'avait rien à voir avec le succès financier ou la reconnaissance professionnelle. J'avais construit une vie qui honorait tous les aspects de qui j'étais, mère, femme d'affaires, fille et membre de la communauté. Mais la réalisation la plus profonde est venue lorsqu'Emma m'a interrogé sur la planification de ses études universitaires pendant le dîner. « Maman, quand j'irai à l'université, tu m'aideras à choisir mes cours comme grand-mère l'a fait pour toi ?» La question a révélé que ma fille considérait l'éducation et la réussite professionnelle comme des parties normales et attendues de la vie plutôt que comme des privilèges qu'elle pourrait avoir à sacrifier pour des responsabilités familiales. J'avais brisé un cycle qui avait contraint les femmes de ma famille pendant des générations. Emma grandirait en supposant qu'elle pourrait être à la fois une professionnelle accomplie et dévouée à sa famille parce qu'elle l'avait vu vécu dans notre vie quotidienne. Ce soir-là, je me suis assise dans le vieux fauteuil de maman sur le porche, regardant la neige tomber sur la montagne, et j'ai réfléchi à la façon dont ma vie s'était complètement transformée. 2 ans plus tôt, j'étais impuissante, financièrement dépendante, et convaincue que je n'avais rien de précieux à offrir au monde. Maintenant, je possédais une entreprise florissante, une belle maison, et plus important encore, j'avais élevé mes enfants pour qu'ils croient en leur propre potentiel. Maman avait eu raison sur toute la ligne. L'héritage m'avait donné des opportunités, mais la vraie transformation était venue de la redécouverte de mes propres capacités et du refus d'accepter les limitations de quiconque sur mon potentiel. Le printemps a apporté des complications inattendues qui ont mis à l'épreuve tout ce que j'avais construit au cours des 2 dernières années. Tout a commencé par un appel téléphonique de l'avocat de Richard demandant une réunion pour discuter de nouveaux développements dans la situation de la garde. Mon estomac s'est noué, mais j'avais appris à faire confiance à ma force plutôt qu'à céder à la panique. Sarah m'a accompagné au bureau de Marcus Webb où Richard était assis, l'air plus confiant que je ne l'avais vu depuis la perte de la garde. « Miranda, nous devons discuter des arrangements de vie d'Emma et de Tyler, » a commencé Webb. Mon client a des inquiétudes quant à la stabilité de votre situation actuelle. Richard s'est penché en avant, clairement impatient de lâcher la bombe qu'il avait préparée. Je suis au courant de vos problèmes professionnels, Miranda. Plusieurs clients se sont plaints de vos conseils en investissement, et j'ai entendu dire que votre bail de bureau est en péril. Les enfants méritent mieux que l'instabilité. J'ai regardé Sarah, confuse. Mon entreprise était florissante. Mes clients étaient satisfaits, et je possédais l'immeuble abritant mon bureau. Quoi que Richard pense savoir, c'était complètement faux, mais sa confiance suggérait qu'il croyait que ces informations étaient fiables. « Monsieur Hartwell, à quel problème spécifique faites-vous référence ?» a demandé Sarah. Nous n'avons reçu aucune plainte officielle ni aucun avis juridique concernant l'entreprise de Madame Hartwell. Webb a produit un dossier de documents. Nous avons des déclarations de 3 clients exprimant leur mécontentement à l'égard des services de Madame Hartwell. Nous avons également des documents indiquant que son immeuble de bureau fait l'objet d'une procédure de saisie. Pendant que Sarah examinait les documents, j'ai réalisé ce qui s'était passé. Quelqu'un avait fourni à Richard de fausses informations, probablement le même détective privé qui avait harcelé mes clients des mois plus tôt. Les plaintes des clients étaient fabriquées et les avis de saisie concernaient une propriété complètement différente avec une adresse similaire. Ces documents semblent contenir des inexactitudes importantes, a déclaré Sarah après un examen attentif. L'adresse de la propriété ne correspond pas à l'immeuble de Madame Hartwell,
et ses prétendues déclarations de clients devraient être vérifiées par les voies légales appropriées. La confiance de Richard a vacillé alors qu'il réalisait que ces informations étaient erronées, mais il a quand même insisté. Même si ses problèmes spécifiques sont incorrects, le style de vie de Miranda n'est pas durable. Elle vit au-dessus de ses moyens, et quand sa chance tournera, mes enfants en souffriront. C'est alors que j'ai décidé de mettre fin une fois pour toutes aux illusions de Richard. J'ai demandé à Sarah de demander une salle de conférence privée où je pourrais leur montrer des documents qui régleraient définitivement la question. Dans la salle de conférence, j'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti les états financiers actuels, montrant mon portefeuille d'investissement, les revenus de mon entreprise et mes biens immobiliers. Les chiffres étaient stupéfiants. Ma valeur nette avait atteint plus de 4 millions de dollars grâce à une gestion prudente de l'héritage de maman et au réinvestissement des bénéfices de mon entreprise. Richard, vous avez eu de graves idées fausses sur ma situation financière, ai-je dit, en regardant son visage pendant qu'il traitait les chiffres. Ce n'est pas de la chance ou un succès temporaire. C'est le résultat de l'éducation, de la planification et du travail acharné. Webb a étudié les documents attentivement, puis a regardé son client avec une frustration à peine dissimulée. Monsieur Hartwell, ces chiffres indiquent que Madame Hartwell est financièrement sur un degré qui rend vos préoccupations de stabilité totalement infondées. Mais Richard n'était pas prêt à se rendre. L'argent ne fait pas de quelqu'un un bon parent, a-t-il dit désespérément. J'ai fourni des soins constants à Emma et Tyler. Miranda est trop concentrée sur son entreprise pour leur accorder une attention appropriée. Cette accusation a franchi une ligne qui a transformé ma déception en une véritable colère. Richard, au cours des 6 mois depuis que les enfants vivent avec moi, les notes d'Emma se sont améliorées. Tyler a rejoint l'équipe de football de l'école, et tous deux se sont fait des amis dans notre quartier. Ils s'épanouissent parce qu'ils ont une mère qui croit en leur potentiel et leur montre à quoi ressemble la construction de quelque chose de significatif. Sarah a présenté des documents supplémentaires, bulletins scolaires, évaluation des enseignants et dossiers pédiatriques, tous montrant que les enfants étaient en meilleure santé, plus heureux et plus performants depuis qu'ils vivaient avec moi à plein temps. De plus, a poursuivi Sarah, Madame Hartwell a créé des fonds pour les études universitaires des 2 enfants et une fiducie qui pourvoira à leur éducation et à leurs besoins futurs, quoi qu'il arrive à son entreprise. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui est financièrement irresponsable ou trop axé sur sa carrière pour tenir compte du bien-être de ses enfants. Webb a demandé une suspension pour s'entretenir avec son client. À travers la porte vitrée, je pouvais voir les gestes animés de Richard devenir de plus en plus désespérés alors qu'il réalisait que sa dernière stratégie échouait complètement. À leur retour, le ton de Webb était sensiblement plus conciliant. Peut-être pouvons-nous discuter d'un calendrier de visite modifié qui répond aux préoccupations de mon client tout en maintenant l'arrangement de garde actuel. Non, ai-je dit fermement. Nous ne modifions rien. L'arrangement actuel fonctionne parfaitement pour les enfants, et je ne perturberai pas leur stabilité pour accommoder l'incapacité de Richard à accepter que je sois une mère et une professionnelle accomplie. Sarah a renforcé ma position avec des précédents juridiques, soulignant que Richard devrait démontrer un préjudice réel pour les enfants pour justifier tout changement de garde. Compte tenu de l'amélioration de leur performance scolaire et sociale, un tel cas serait impossible à faire. Alors que nous nous préparions à partir, Richard a fait une dernière tentative de manipulation. Miranda, j'essaie juste de protéger nos enfants. Tu as tellement changé que je te reconnais à peine. Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardé directement. Tu as raison, Richard. J'ai changé. Je suis devenu la personne que j'ai toujours été capable d'être avant de te laisser me convaincre que je valais moins que ce que je suis. Nos enfants vont mieux grâce à ce changement, que tu puisses l'accepter ou non. En sortant de ce bureau, j'ai ressenti un profond sentiment de clôture. Les tentatives de Richard de saper ma garde, mon entreprise et ma confiance avaient complètement échoué. Plus important encore, je m'étais démontré à moi-même que je pouvais faire face à ces défis sans peur ni doute quant à ma propre valeur. La femme effrayée et dépendante qui avait tout perdu au tribunal de divorce avait vraiment disparu pour toujours. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que la vraie force venait de connaître sa valeur et de refuser de laisser quiconque la diminuer. Et mes enfants apprenaient cette leçon en me regardant la vivre chaque jour. 1 an plus tard, je me tenais dans la salle de conférence de mon immeuble de bureaux agrandi, regardant une vue qui ne manquait jamais de m'inspirer. L'entreprise avait grandi au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer, 12 employés, des bureaux dans 3 villes, et une clientèle qui comprenait certaines des personnes et des entreprises les plus prospères de notre région. Mais la vraie mesure du succès ne se trouvait pas dans les états financiers ou les récompenses professionnelles.
Elle se trouvait dans le son d'Emma pratiquant le violon dans la pièce voisine après l'école, pendant que Tyler faisait ses devoirs au bureau que j'avais installé pour lui dans mon bureau. Ils s'étaient tous deux magnifiquement adaptés à passer les après-midi à mon lieu de travail, le considérant comme une extension de notre maison plutôt qu'une intrusion dans notre vie de famille. Maman, Madame Patterson veut savoir si tu peux aider son petit-fils à planifier ses études universitaires, a appelé Emma depuis la réception où elle aidait à organiser les dossiers des clients. À 10 ans, elle comprenait assez bien mon entreprise pour répondre à des questions simples et prendre des messages détaillés. L'intégration de ma vie professionnelle et personnelle s'était faite naturellement, créant un modèle de maternité active que j'aurais aimé voir pendant ma propre enfance. Mes enfants apprenaient que le travail significatif était une source de satisfaction et de contribution plutôt qu'un fardeau qui rivalisait avec les relations familiales. Mon téléphone a vibré avec un texto de Sarah. Le tribunal fédéral vient de statuer sur l'affaire Patterson. Votre témoignage a été cité dans la décision. Félicitations pour avoir changé le droit du travail dans 3 États. Le message faisait référence à une affaire de discrimination où j'avais témoigné en tant qu'experte sur l'impact financier de forcer les femmes à choisir entre carrière et famille. La décision faciliterait la contestation par d'autres femmes des politiques de travail qui punissaient la maternité. Mais la reconnaissance la plus satisfaisante était peut-être venue d'une source inattendue. L'école de commerce de l'Université d'État m'avait invité à donner un cours de 2e cycle en planification financière familiale, reconnaissant mon expertise pour aider les clients à naviguer à l'intersection des objectifs personnels et professionnels. Professeur Miranda, comme Emma m'appelait en plaisantant, commencerait à enseigner à l'automne tout en maintenant ma pratique et mes relations avec les clients. L'opportunité représentait tout ce pourquoi je m'étais battu, le respect professionnel, l'indépendance financière, et la capacité de façonner les futures générations de conseillers financiers. Richard s'était estompé à l'arrière-plan de nos vies, maintenant ses visites programmées avec les enfants, mais ne tentant plus de contrôler ou de manipuler nos arrangements. Son entreprise avait connu des difficultés après que plusieurs membres du conseil municipal aient perdu les campagnes de réélection, affaiblissant les relations politiques qui avaient alimenté son succès. Pendant ce temps, ma réputation pour mes pratiques éthiques et mon service client authentique avaient fait de mon cabinet le choix préféré de quiconque cherchait des conseils financiers dans notre région. Les enfants voyaient leur père régulièrement et maintenaient une relation avec lui, mais ils étaient devenus sûrs que leur foyer principal était avec moi. Emma avait commencé à parler d'étudier les affaires à l'université, comme maman. Tandis que Tyler montrait une aptitude pour les mathématiques qui me rappelait ma propre fascination d'enfance pour les chiffres et les schémas. Ce soir-là, alors que nous étions assis autour de la table du dîner, partageant les moments forts de notre journée, Tyler a posé une question qui a révélé à quel point nos vies s'étaient complètement transformées. « Maman, pourquoi papa disait que tu ne pouvais pas travailler ? Tu es vraiment doué dans ton travail. » La question innocente de mon fils de 8 ans a capturé l'absurdité de tout ce que j'avais autrefois accepté comme vérité. Le récit de Richard sur mon incompétence et mon inaptitude à la vie professionnelle avait été si complètement réfuté que même un enfant pouvait voir à travers ces fausses prémices. Certaines personnes croient que s'occuper d'une famille signifie qu'on ne peut pas faire d'autres travaux importants aussi, ai-je expliqué avec soin. Mais j'ai appris qu'être bon dans une chose vous rend souvent meilleur dans d'autres. M'occuper de vous aider m'a appris des compétences que j'utilise dans mon entreprise tous les jours. Après que les enfants se soient couchés, je me suis assise dans le vieux fauteuil de maman, maintenant positionné dans mon bureau à domicile, et j'ai relu la lettre qui avait tout changé. Ces mots sur la confiance en mon éducation, la compréhension de ma valeur, et la construction de quelque chose de fidèle à moi-même s'étaient avérés prophétiques d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Mais la vérité la plus profonde était celle que j'avais découverte par moi-même. La vraie sécurité ne venait pas d'avoir de l'argent ou du succès professionnel, bien que les deux soient précieux. La vraie sécurité venait de savoir que je pouvais créer de la valeur, résoudre des problèmes et construire des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance ou le contrôle. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire ce qui allait devenir mon premier article pour la Harvard Business Review, au-delà du plafond de verre, comment la transformation personnelle stimule l'innovation professionnelle. L'article discuterait de la façon dont mon expérience de reconstruction de ma vie avait conduit à de nouvelles approches en planification financière qui servaient mieux les clients confrontés à des transitions de vie majeures. En écrivant, j'ai réalisé que mon histoire n'était pas vraiment une histoire de divorce, de bataille pour la garde, ou même de succès financier. C'était l'histoire de la découverte que la femme que Richard avait rejetée comme inemployable et incompétente avait toujours possédé les capacités de construire quelque chose de significatif et de durable. Maman l'avait vu. Madame Henderson l'avait vu.
Même Patricia à la banque l'avait vu dès notre première conversation. La seule personne qui ne l'avait pas vu, c'était moi. Piégé comme je l'étais dans un récit qui définissait ma valeur par les réalisations et l'approbation de quelqu'un d'autre. Mais les récits peuvent être réécrits et les vies peuvent être reconstruites. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce que l'on est réellement capable de créer. Dans mon cas, perdre la vie que je pensais vouloir m'avait conduite à construire la vie que j'étais destiné à vivre. L'horloge a sonné minuit alors que je terminais l'article, marquant un autre jour dans une vie qui m'appartenait entièrement. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, et de nouvelles chances de prouver que la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de devenir la personne que l'on a toujours été censé être. Et en éteignant les lumières et en montant à l'étage pour vérifier mes enfants endormis, je n'ai ressenti que de la gratitude pour le voyage qui m'avait ramené à moi-même. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de surmonter l'adversité et de découvrir votre propre force. Rappelez-vous, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Parfois, vous avez juste besoin des bonnes circonstances pour le révéler.